Certains cas des chroniques criminelles sont tellement choquants qu'ils ne laissent aucune foi en l'humanité. Heureusement, la majorité des gens qui nous entourent ne représentent pas de danger. Aujourd'hui, nous parlerons d'un des cas flagrants sur la chaîne. De nombreuses jeunes femmes sous-estiment les différences culturelles entre les peuples. Bien sûr, dans chaque pays, il y a ceux qui ne sont pas capables de s'intégrer pleinement dans la société locale. Mais les migrants se distinguent souvent à cet égard. Peut-être est-ce lié à l'exagération de la peur ordinaire que ressentent les gens. Ou peut-être à un réel danger du mélange des cultures. Quoi qu'il en soit, les protagonistes de l'histoire d'aujourd'hui ont clairement exagéré avec les différences culturelles, ce qui a conduit à la mort de 2 personnes. Cet incident s'est produit en Suède et est devenu une nouvelle raison d'attirer l'attention sur d'anciens problèmes. L'héroïne de 20 ans de cette histoire, Saga Elnibork, était enceinte de 7 mois. À cette période, elle fréquentait son petit ami Mahamadine Ibrahim, qui était le père du futur bébé. Ils se fréquentaient depuis environ 2 ans. La jeune fille l'appelait Amin. À ce stade, ils attendaient leur enfant commun. C'était un garçon. Selon tous les pronostics des médecins, tout allait bien avec lui. Par conséquent, dans quelques semaines, Saga devait devenir mère. Elle attendait beaucoup cet événement important. La future mère se préparait soigneusement, aménageait la chambre du bébé, achetait des affaires, faisait des exercices spéciaux et rassemblait aussi tous les accessoires nécessaires. La grossesse est devenue une véritable joie pour la jeune fille. Pendant toute cette période, elle tenait une sorte de journal sur les réseaux sociaux. Elle prenait des photos de l'évolution de son ventre et publiait aussi des photos de différents achats pour le futur bébé. Elle aimait particulièrement faire des publications avec ses petits vêtements. Sa mère Melissa venait périodiquement voir sa fille pour l'aider. La veille de la tragédie, le 28 avril, la jeune fille devait rencontrer son bien-aimé pour qu'il passe du temps seul. Ces derniers temps, de plus en plus de points litigieux surgissaient dans leur relation. C'est pourquoi le petit ami rendait plus rarement visite à son amie enceinte. Ce jour-là, Saga a informé sa mère qu'il allait passer. C'est pourquoi la femme n'a pas voulu interférer dans leur conversation. Saga était une jeune fille attirante, brillante, tout en étant gentille et bien élevée. À l'école, elle avait beaucoup d'amis, s'intégrait bien dans le collectif et se faisait des connaissances. L'héroïne de l'histoire rêvait de fonder une famille et d'avoir des enfants. Grâce à son charme, elle avait beaucoup d'admirateurs. C'est pourquoi sa mère Melissa a été surprise quand elle a vu Amin sur le seuil de sa maison. Les proches avaient une attitude réservée envers les relations avec un garçon d'une autre culture. Cependant, ils comprenaient que des problèmes pourraient surgir lors de la rencontre avec sa famille et avec lui-même. En particulier après que la fille a commencé à raconter en détail les problèmes survenus dans leur relation. Malgré cela, l'héroïne de l'histoire était pleine d'enthousiasme et d'optimisme. Elle était amoureuse du garçon et voulait préserver leur relation. Néanmoins, elle était troublée par le fait qu'il la cachait constamment à ses parents. À cause de cela, des conflits surgissaient souvent dans le couple. Vers 1h de l'après-midi, le 29 avril 2023, Melissa Elnibork est arrivée chez sa fille Saga dans un complexe résidentiel de la ville d'Örebro, situé à des centaines de kilomètres de Stockholm. Elle comptait aider sa fille et récupérer plusieurs affaires qui s'étaient accumulées en attendant la naissance du petit-fils. Quand la femme est arrivée à l'appartement, elle parlait au téléphone avec son autre fille. La femme a sonné à la porte, mais personne n'ouvrait. Alors elle a réessayé plusieurs fois, mais il n'y a toujours pas eu de réaction. Cela l'a surprise. Melissa a frappé, puis a utilisé l'interphone. Elle appelait sur le téléphone et envoyait des messages à sa fille. À son étonnement, il n'y a toujours pas eu de réponse. La femme a supposé que sa fille avait simplement oublié la venue de sa mère et était partie pour des affaires. Néanmoins, la mère avait un moyen d'entrer dans l'appartement même sans l'accord de sa fille. Elle ne voulait simplement pas déranger les jeunes gens. La femme avait une clé de secours. Mais quand elle s'est approchée de la porte pour l'utiliser, il s'est avéré que la serrure n'était pas verrouillée. Cela semblait très suspect. Saga était très prudente. Elle fermait toujours la porte à clé, même si elle sortait juste 1 minute pour chercher le courrier ou descendait à la buanderie. La jeune fille ne pouvait pas simplement partir en laissant la porte ouverte. Quand la mère de l'héroïne de l'histoire est entrée dans l'appartement, elle a entendu l'eau dans la cuisine. Elle y a couru et l'a fermée. Elle a appelé sa fille, mais il n'y a pas eu de réponse. Dans la pièce voisine sans lumière, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Quand Melissa est entrée et a allumé la lumière, elle a crié d'horreur. Car elle a vu sa fille par terre, qui gisait sans signe de vie. Elle était pâle. Ses cheveux couvraient son visage. Sur son cou restait le cordon d'une lampe sur pied. Mais le plus effrayant était une lourde table avec un plateau massif.
qui était renversé sur la gorge de la jeune fille. Mélisa a couru vers sa fille horrifiée. Elle a immédiatement déplacé la table et enlevé le cordon du cou de la victime. Ensuite, la femme a appelé les services d'urgence, tout en essayant de prodiguer les premiers soins à Saga. La première chose qu'elle a remarquée, c'est que le corps était déjà rigide. Il était très froid au toucher. Apparemment, Saga était morte depuis assez longtemps. Malgré cela, la mère a tenté de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Les paramédics sont arrivés rapidement, mais, comme prévu, ils ont constaté le décès de la jeune femme et de l'enfant à naître. Les policiers arrivés sur place ont examiné l'appartement et le corps. La jeune fille avait subi des traumatismes à la tête et au visage. Elle était couverte de sang coagulé, mêlé à ses cheveux collés. Dans la maison, il n'y avait pas de signes évidents de lutte, mais certains meubles étaient éparpillés. Les boîtes à bijoux étaient renversées et leur contenu était dispersé sur le sol. Il n'y avait pas de traces d'effraction, c'est pourquoi les détectives ont d'abord même envisagé l'hypothèse d'un suicide volontaire. Cependant, grâce à Mélisa et à la vérification des données du téléphone portable de la défunte, il a été établi qu'elle n'aurait pas pu se suicider. La jeune fille n'avait aucun trouble mental ni problème. Au contraire, elle était pleine de vie et heureuse, particulièrement depuis sa grossesse. Saga attendait impatiemment la naissance de l'enfant et n'aurait pas pu se tuer elle-même et le bébé. Les criminologues ont recueilli plusieurs séries d'empreintes digitales sur la scène du crime. Du sang, des matériaux ADN sous les ongles de la victime et sur les meubles pour l'analyse à venir. Le médecin légiste a établi que Saga était morte par strangulation. L'heure présumée du décès se situait entre 1h et 3h du matin. Sur la table du médecin légiste se trouvait non seulement la mère de 20 ans, mais aussi un garçon pesant 1,7 kg. Suite aux examens et analyses effectués, il a été établi qu'il était parfaitement sain. Ces conclusions n'ont fait que renforcer la colère de Mélisa, qui exigeait une juste vengeance pour le criminel. L'événement est devenu un véritable choc pour la mère de la jeune fille, toute sa famille et ses amis. Personne ne soupçonnait qu'un malfaiteur capable d'un règlement de compte aussi cruel puisse se trouver si près d'elle. Elle était trop éloignée du milieu criminel pour finir son parcours de vie aussi tragiquement. Les détectives ont immédiatement commencé l'enquête en communiquant avec les proches de la défunte. Naturellement, la première fut la mère de l'héroïne de l'histoire, nommée Mélisa. La femme a raconté que le 28 avril, sa fille devait rencontrer plusieurs amis dans un restaurant local et passer du temps ensemble. Elle-même s'était jointe à cette compagnie. Mélissa a remarqué que sa fille était constamment nerveuse et vérifiait souvent son téléphone portable. Elle semblait agitée, a raconté qu'elle ne voulait pas manquer les messages de son petit ami. Saga a partagé que le jeune homme allait enfin parler d'elle à ses parents, mais il craignait qu'ils ne perçoivent mal le fait que la jeune fille était enceinte de 7 mois. Et en plus, le couple n'était pas officiellement marié. Selon l'héroïne de l'histoire, Amin était très inquiet à ce sujet et était au bord de la crise de nerfs, car il savait que ses parents n'approuveraient probablement pas cette relation. Ils étaient somaliens, musulmans, et adhéraient à des vues strictement conservatrices. Saga elle-même était citoyenne suédoise, mi-thaïlandaise, mi-européenne, elle avait des vues modernes. Et son petit ami avec sa famille était réfugié. Ses parents l'avaient amené alors qu'il était encore petit enfant. En fait, le garçon lui-même avait grandi en Europe, était plus moderne que sa famille, mais respectait les traditions. Un autre grand problème était que les membres de sa famille étaient musulmans, tandis que les proches de Saga étaient chrétiens. En raison des différences de points de vue et de traditions, des conflits survenaient souvent entre eux et les relations étaient assez tendues. Après la visite au restaurant, Saga a fait ses adieux à sa mère et ses amis. Elles ont souhaité bonne chance à Saga, ne se doutant pas qu'elle la voyait vivante pour la dernière fois. Il s'avérait qu'après son retour à la maison, la jeune fille avait été tuée. La police pensait qu'Amin avait pu parler de sa relation à sa famille, ce qui avait provoqué leur réaction agressive, conduisant à la tragédie. Pour cette raison, au début de l'enquête, l'implication probable des proches du jeune homme dans le meurtre était examinée. Le comportement de la mère du garçon, qui était sortie de chez elle tard le soir, éveillait les soupçons. Mais par la suite, il a été confirmé qu'elle était simplement allée au magasin et était revenue environ 15 minutes plus tard. Aucune preuve de l'implication des proches d'Amin dans le crime n'a pu être trouvée. La femme éveillait également les soupçons par son attitude agressive envers son fils. Un jour, elle a appris que la voiture qu'utilisait Amin était garée devant la maison de Saga. À ce moment-là, la famille soupçonnait déjà que leur fils entretenait une relation avec une femme chrétienne. Après l'incident de la voiture, la mère, furieuse,
a écrit à Amine que le garçon n'était plus le bienvenu chez elle. Elle considérait que s'il enfreignait les traditions, il valait mieux le renier. En réponse, le garçon a insisté sur le fait qu'il n'était pas allé chez ces gens, et il a réussi à en convaincre sa propre mère, bien qu'avec beaucoup de difficultés. Selon Mélissa, depuis le début de la grossesse, les relations du couple s'étaient détériorées. Des rumeurs circulaient qu'Amine insistait pour un avortement, craignant la réaction négative de sa famille. Malgré cela, la jeune fille a décidé de garder sa grossesse et d'avoir le bébé. La jeune fille a déclaré qu'en dernier recours, elle pourrait l'élever seule si nécessaire. Déjà en automne, en octobre, elle avait annoncé sa grossesse à sa famille. Tous étaient heureux, tout comme Saga elle-même. Néanmoins, pendant cette période, le couple était au bord de la rupture. Saga se plaignait souvent que la culture de son petit ami était tellement différente de ce qui était habituel en Suède qu'il leur serait difficile de trouver un terrain d'entente s'il ne changeait pas sa vision. Cependant, après quelques mois, tout semblait être revenu à la normale. Le jeune homme s'était adapté à sa vie et avait accepté le fait de la grossesse. Il semblait également heureux de devenir père. Après cela, Saga a déménagé dans un nouvel appartement. Elle a décidé de louer un logement plus grand avec une chambre d'enfant qu'elle a commencé à aménager. En mars 2023, le couple maintenait encore sa relation, mais des moments inquiétants sont apparus. Par exemple, une femme nommée Diana s'est adressée à Saga et lui a dit en secret qu'Amine avait essayé de la convaincre d'attaquer Saga. Il insistait qu'il fallait lui donner plusieurs coups de pied dans le ventre pour provoquer une fausse couche. L'héroïne de l'histoire a fait un scandale, mais le garçon insistait que tout cela était un mensonge. Mélissa était au courant de tous ces événements effrayants, mais ne voulait pas non plus croire à une telle déclaration. Néanmoins, maintenant qu'elle avait trouvé sa fille sans signe de vie, tout cela commençait à sembler beaucoup plus plausible. Les policiers ont commencé à reconstituer la chronologie des événements. Assez rapidement, il a été établi que le 27 avril, Amine et Saga devaient passer la soirée ensemble. Cependant, il semblait l'éviter, comme s'il restait délibérément au travail pour ne pas voir sa bien-aimée. Ce soir-là, la jeune fille lui a posé un ultimatum, déclarant qu'il devait informer sa famille de leur relation, ainsi que du déménagement et de la grossesse. Ou bien, ils se sépareraient. Le 28 avril, les jeunes gens travaillaient, s'échangèrent des messages presque toute la journée sur les messageries instantanées, et elle attendait de ses nouvelles. Selon Mélissa, sa fille était inquiète pendant cette période. Il lui semblait qu'elle était très nerveuse. Apparemment, c'était lié à la tension pendant le dialogue avec son petit ami. Les détectives ont vérifié le téléphone portable de la jeune fille. Il a été confirmé que jusqu'à 23 h le 28 avril, une correspondance active avec le garçon se poursuivait. À 23 h 15, le petit ami de l'héroïne de l'histoire a déclaré qu'il ne parlerait pas de Saga et de leur relation à ses parents. Le jeune homme insistait que sa famille était plus importante pour lui qu'un enfant hors mariage. Saga était clairement déçue par cette décision du jeune homme et continuait de le convaincre de faire ce pas. Selon elle, ses parents finiraient par savoir s'ils se séparaient, car la jeune mère avait l'intention de demander un soutien financier de sa part. À la fin de tous ces échanges, les jeunes gens sont arrivés à la conclusion que le petit ami parlerait enfin de Saga et du bébé à sa famille. Le garçon a répondu qu'il était tellement nerveux que son cœur allait sortir de sa poitrine, et ce fut sa dernière réponse à sa bien-aimée. Peu de temps après, elle a été tuée. Selon les détectives, l'insistance de l'héroïne de l'histoire et le risque de révélation qu'elle informe elle-même les parents du jeune homme pouvaient donner à Amine un motif sérieux pour l'attaque. En fait, il était le seul suspect dans cette affaire. Le jeune homme a été emmené pour interrogatoire. Le garçon de 22 ans insistait qu'il n'était pas impliqué dans ce qui s'était passé. Selon lui, le soir du meurtre, il était allé voir sa famille pour avouer sa relation avec Saga. Néanmoins, selon les données de géolocalisation, c'était un mensonge. En réalité, il s'était dirigé vers l'appartement de sa petite amie. Curieusement, initialement, on n'a pas dit à Amine ce qui était arrivé à Saga. Il semblait se comporter étrangement pendant l'interrogatoire, restant trop calme, plaisantant même avec les détectives. Quand on lui a donné l'adresse de l'appartement où le corps de la jeune fille a été trouvé, son visage n'a même pas changé. On avait l'impression que le criminel faisait semblant de ne pas connaître l'adresse mentionnée. Quand on lui a dit qu'il était le principal suspect du meurtre, Amine est passé à la défensive. Le petit ami de la défunte affirmait qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé et qu'il disposait d'un alibi. Le garçon affirmait qu'il était au volant avec un ami au moment du meurtre de Saga. Néanmoins, l'ami mentionné parlait au téléphone avec une autre personne et a refusé de témoigner en faveur d'Amine.
Malgré l'échec de l'alibi, le suspect insistait qu'il avait vu la jeune fille pour la dernière fois seulement le soir du 27 avril. Cependant, cela commençait déjà à contredire ses affirmations précédentes, car il s'agissait de ce même appartement dont il prétendait ne pas connaître l'adresse. Le jeune homme suspect a commencé à raconter qu'il était venu ici et avait parlé avec sa petite amie, notamment de la nécessité d'avouer à ses parents. À son tour, Saga insistait qu'Amine devait emménager avec elle pour que les jeunes gens puissent construire une vraie famille. Au cours de l'enquête, les détectives ont confirmé que le petit ami n'avait jamais passé une nuit entière avec elle dans le nouvel appartement. Craignant d'être découvert par sa famille, le jeune homme promettait à plusieurs reprises d'organiser le déménagement. Mais quand il s'agissait de confirmer ses promesses, il refusait chaque fois sous différents prétextes. En raison du comportement suspect du jeune homme, il a été décidé de l'arrêter et de le placer en détention jusqu'à l'éclaircissement des circonstances. Amine était resté en détention pendant plusieurs mois. Enfin, l'accusation a pu fournir une preuve convaincante de sa culpabilité. Selon le procureur, les éléments étaient plus que suffisants pour gagner aux audiences. Pendant l'enquête, des chiens spécialement dressés ont même été utilisés, ce qui a permis de confirmer l'appartenance de plusieurs indices et traces à la fois. L'avocat insistait que l'utilisation d'un chien comme argument principal n'était pas possible, car ce n'était pas une source d'information suffisamment fiable. Néanmoins, ce n'étaient pas les seules preuves. On a attendu le plus longtemps la comparaison des analyses et des matériaux ADN, qui ont éliminé tous les doutes. Mahamedine était le meurtrier. Les détectives ont prouvé de manière convaincante que c'était lui qui avait étranglé sa petite amie, en enroulant autour de son cou le cordon de la lampe, quand Saga dormait sur le canapé. Cependant, selon la police, cela n'était pas suffisant pour le malfaiteur. Il a traîné Saga sur le sol et a poussé vers elle une table de 30 kg. Apparemment, il essayait de la faire tomber sur son ventre pour interrompre ainsi la grossesse. Néanmoins, Saga résistait désespérément, donc elle a pu protéger le bébé, subissant une blessure à la hanche. Alors le malfaiteur a décidé de finir d'étrangler la victime avec ce même plateau et l'a posé sur la tranche sur la gorge de sa victime. Saga était épuisée, essayait de résister, suffoquait, sans pouvoir se débarrasser de l'objet lourd. Quand la jeune fille est morte, le plateau est resté sur sa gorge, la maintenant au sol. Par la suite, il a laissé une profonde marque sur le corps. Après ce forfait de sang-froid, Amine a mis en scène un cambriolage, éparpillant plusieurs tiroirs. La défense insistait que Saga avait été victime de cambrioleurs qui avaient volé de l'argent et plusieurs appareils électroménagers. Le parquet considérait que cette mise en scène ne faisait qu'aggraver le degré de culpabilité du criminel. En effet, plusieurs objets disparus ont été retrouvés plus tard chez Amine lors des perquisitions. Le jeune homme, quant à lui, insistait que c'était ses objets personnels, ainsi que ceux que son ami lui avait offerts. Un argument de poids était que des traces d'ADN du garçon avaient été trouvées sous les ongles de la victime. De plus, le médecin légiste a découvert que la jeune fille avait eu un rapport sexuel avec un partenaire peu avant sa mort. Il insistait que cela s'était produit d'un commun accord quand Saga était encore vivante quelques jours avant sa mort. Naturellement, le parquet doutait de la véracité des paroles du criminel. L'accusation attirait également l'attention des jurés sur les mensonges qui transparaissaient à travers tous les interrogatoires du suspect. De nombreuses traces de son ADN ont été trouvées dans l'appartement de la victime. Malgré le fait qu'initialement le petit ami affirmait qu'il ne connaissait même pas cette adresse et n'y avait jamais été. Les enquêteurs ont même réussi à prouver que la femme Diana, qui se plaignait d'Amine, disait vraiment la vérité. Dans l'historique des recherches du jeune homme, plusieurs entrées inquiétantes ont été trouvées. En particulier, il essayait de savoir si un coup de pied dans le ventre de la mère pouvait tuer l'enfant à naître. Aux audiences ont été présentés de nombreux échanges entre les héros de l'histoire, qui se déroulèrent depuis novembre 2022. C'est précisément à cette période qu'une mésentente a commencé entre eux à cause de la grossesse. À en juger par les derniers dialogues entre les amoureux, qui se sont déroulés le 28 avril, Saga essayait de toutes les manières d'encourager Amine pour qu'il parle enfin d'elle à sa famille. Elle exerçait clairement une pression, sur laquelle les défenseurs de l'accusé s'appuyaient. Cependant, cela ne justifiait en rien le forfait commis. Le parquet était convaincu qu'au lieu d'aller voir ses proches, le criminel était venu dans l'appartement de sa petite amie. Il n'avait jamais eu l'intention de parler d'elle à sa famille, craignant leur réaction. Mais la jeune fille l'avait acculé avec ses exigences. Là, il s'est débarrassé d'elle de sang-froid et cruellement, à cause d'une banale peur de ses parents. La défense considérait que les échantillons d'ADN de l'accusé sous les ongles de la victime pouvaient être anciens, car le couple était en relation. Cependant, Melissa insistait que sa fille prenait régulièrement une douche et l'avait fait peu avant sa mort.
La mère de Saga connaissait bien la propreté de l'héroïne de l'histoire, particulièrement pendant sa grossesse. Parfois, il lui semblait que Saga était même trop méticuleuse sur ces questions. Elle ne pouvait clairement pas rester sale plus d'une journée depuis sa rencontre avec le garçon. Il était évident que la future mère avait pris une douche et mis des vêtements propres. Donc toutes les traces d'ADN qui sont restées sur son corps et ses affaires étaient fraîches et sont apparues précisément pendant l'exécution. Étonnamment, après la mort, Amin a immédiatement supprimé Saga de son Snapchat, de ses pages sur les réseaux sociaux et a également nettoyé les conversations des derniers jours. Pour les détectives, il est devenu évident qu'il essayait de cacher son lien avec le crime. Les données supprimées ont été facilement restaurées et sont venues s'ajouter à la collection de preuves accablantes. Bien qu'il n'y avait pas de preuves directes ici, le comportement du meurtrier montrait clairement que l'héroïne de l'histoire lui était indifférente. Au cours de l'enquête, il a été établi que vers 20 h, Mohamed Amin était près de l'immeuble de sa bien-aimée. En même temps, il continuait à échanger des messages, restant à distance sans s'approcher ni partir, comme s'il attendait quelque chose. Probablement, pendant cette période, il essayait de rassembler son courage pour l'attaque ou voulait s'assurer que Saga s'endormirait. Puis, il y a eu un brusque silence. Comme il s'est avéré, entre minuit et 2 h du matin, le téléphone portable du garçon n'était pas utilisé. Pendant ce temps, son ami Samir essayait de le contacter. Il a appelé mais a été ignoré, car le criminel avait activé le mode avion. Le signal de l'appel a pu être localisé dans le même complexe résidentiel où l'héroïne de l'histoire avait déménagé. Cela a également permis de révéler un nouveau mensonge du principal suspect. Selon lui, pendant cette période, il était chez lui avec ses parents. Le téléphone portable d'Amin n'a recommencé à fonctionner qu'à 2 h 16 du matin. Cette heure coïncidait exactement avec les conclusions du médecin légiste sur l'heure de la mort de la jeune mère et du bébé. L'histoire de l'accusé a changé à plusieurs reprises. À un moment donné, il a inventé une véritable bande de cambrioleurs. Selon ses aveux, il avait caché un sac d'argent dans la maison de la jeune fille. Cependant, il n'a jamais expliqué d'où venait cette importante somme d'argent. Selon l'accusé, les cambrioleurs ont fait irruption dans la maison de Saga pour voler le sac contenant l'argent liquide. Apparemment, Saga avait essayé de les en empêcher et était devenue victime du meurtre. Le parquet a pu réfuter ces affirmations. En particulier, aucune trace d'effraction n'a été trouvée. Il était évident que l'héroïne de l'histoire avait fait entrer son meurtrier volontairement. Ou bien, il avait une clé de l'appartement. Naturellement, cela correspondait aux possibilités de Mohamed Amin. Pendant 9 mois d'emprisonnement, l'accusé n'a pas avoué le crime. Il niait totalement son implication. Mais pendant cette période, le parquet a réussi à rassembler une base accusatoire solide, étayée par des preuves directes et indirectes. Malgré l'absence d'aveu, le jeune homme ne niait pas qu'il avait peur de parler de Saga à ses proches. Selon lui, il aimait vraiment sa petite amie, même l'enfant, mais restait convaincu que sa famille le renierait pour ce déshonneur. Et tout cela était effectivement étayé par la différence de religion, de vision de la vie et les différences culturelles entre les jeunes gens. Plus tard, l'accusé a même avoué que les opinions de ses parents étaient tellement conservatrices qu'il n'avait en principe pas le droit de fréquenter une fille européenne selon eux. Après avoir écouté les arguments de l'accusation et de la défense, les jurés se sont retirés pour discuter du verdict le 9 juin 2024. Les jurés sont unanimement parvenus à la conclusion que Mohamed Amin Ibrahim était coupable du meurtre prémédité de la jeune fille. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Malgré cela, le jeune homme continuait d'insister qu'il aimait sa petite amie et son futur fils, et n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à ses proches. Il affirmait que la violence n'était pas dans sa nature, et que ce cas était vraiment devenu le premier épisode criminel de sa vie. Au cours de l'enquête, il a été établi que le meurtrier rencontrait souvent d'autres femmes. Cela se produisait pratiquement pendant les 2 années de relation avec l'héroïne de l'histoire. Bien qu'il niait toute liaison extra-conjugale, il a été prouvé que l'accusé avait à plusieurs reprises fait la connaissance d'autres filles, et les relations allaient souvent jusqu'à l'intimité. Cela a ajouté des touches sombres à son image, que l'avocat essayait de toutes les manières de défendre. Le défenseur continuait d'insister qu'Amin n'était pas coupable de ce qui s'était passé, et que Saga était devenue victime d'un cambrioleur occasionnel. L'avocat insistait qu'il lutterait pour la liberté de son client et prévoyait de faire appel du verdict. L'appel a été déposé immédiatement après le prononcé du jugement, mais pour l'instant, l'issue de cette lutte est incertaine. Malgré les accusations portées pour le meurtre de Saga Elneborg, des accusations n'ont pas été portées pour la mort de son enfant à naître. Cela a provoqué l'indignation de la famille de la défunte, car la mort du bébé a été simplement ignorée. Depuis le début,
Cette enquête a attiré une grande attention du public et des médias. La tragédie a une fois de plus mis en avant la question des migrants, en particulier des pays musulmans, qui ces dernières années arrivent de plus en plus souvent en Suède. Les gens voient qu'ils s'intègrent difficilement dans la société européenne et son système de valeurs. Ils refusent d'accepter les gens d'une autre culture, malgré le fait qu'ils sont venus, en fait, chez eux. Le meurtre brutal motivé par des différences culturelles et religieuses a secoué l'opinion publique et les gens se sont une fois de plus adressés à l'État, exigeant que quelque chose soit fait. D'autres justifièrent le jeune homme, insistaient qu'il n'était pas coupable. En particulier, sa famille disait que le garçon n'avait jamais eu de tendance à la cruauté. Beaucoup en ont été vraiment convaincus, et il a reçu un soutien considérable. Selon les proches de Saga, Mohamed Amin n'était pas prêt à assumer les responsabilités de père. Mais l'accusé continuait d'insister qu'il aimait sa petite amie et son fils, même après leur mort.